On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous le savez, il y a des travaux à la piscine du complexe sportif Claude-Raymond, des travaux importants, et il y a beaucoup d'impact sur la population. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, elle est la nouvelle directrice générale de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. On reçoit Julie Brault. L'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant une nouvelle personne à sa tête, à sa direction. Il s'agit d'une directrice générale qu'on vous présente aujourd'hui, Julie Brault. Bonjour, bienvenue et félicitations. Mais merci beaucoup, M. Latour. D'où venez-vous? D'où je viens? J'habite à Saint-Marc-sur-Richelieu, donc je Pas très loin. Pas très loin, un peu plus haut. Je profite de la rivière comme les citoyens d'ici. J'ai un parcours assez générique dans le sens où j'ai travaillé longtemps en numérique. J'ai fait beaucoup de communication, de marketing. J'ai travaillé autant du côté agence que du côté client. Et puis, j'ai passé la majeure partie de ma carrière chez Vidéotron comme vice-présidente marque et stratégie numérique omnicanal. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai. Et comment arrive cette opportunité d'assumer la direction générale du festival? On comprend, au mois de janvier, le directeur précédent, Éric Boivin, a remis sa démission. On connaît la suite. On en a parlé amplement ici à l'entrevue, à l'émission. Mais est-ce que... Comment avez-vous vu passer ce poste-là et en quoi ça vous intéressait d'occuper cette fonction-là? Bien, mon premier réflexe, c'était de dire que c'est un beau défi qui venait vraiment utiliser les diverses disciplines que j'ai acquis dans ma carrière. Donc, autant au niveau communication, marketing, j'étais aussi en charge des alliances stratégiques et des commandites quand j'étais chez Vidéotron, donc un peu dans l'événementiel aussi. Fait que premièrement, c'était pour moi une belle façon d'utiliser d'un point de vue 360 degrés les compétences que j'avais, d'être plus général et moins pointu, un peu comme dans la transformation numérique, par exemple, que j'ai fait beaucoup dans les dernières années. Ça, c'était mon premier intérêt. J'avais beaucoup envie de travailler en région, là, même si Saint-Jean n'est pas si loin que ça de Montréal. Je m'implique beaucoup dans ma communauté. J'aime être près des gens. J'avais moins envie d'aller à Montréal aussi à tous les jours. On en parlait tantôt. Donc, un beau mode de vie. Ça, clairement, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, le fait de travailler pour un festival, c'est très concret. Donc, c'est vraiment un événement à livrer. Parce que vous occupiez quand même des fonctions assez importantes là, chez Vidéotron. Moi, évidemment, qui est dans l'industrie depuis 35 ans, je peux comprendre un peu là, dans la hiérarchisation des postes chez Vidéotron, Bell et compagnie. Donc, quand même... Et je peux comprendre en même temps, je l'ai fait moi-même pendant 22 ans. Donc, la route finit par nous tuer un peu. Vous l'avez fait pendant quelques longues années aussi, je présume. Hein? Oui, tout à fait. À faire Saint-Marc-Montréal à tous les matins. Saint-Marc-Montréal pendant 23 ans. Fait que ça, c'est sûr. Puis je pense que la pandémie a fait beaucoup réfléchir les gens aussi sur le mode de vie que tu as envie d'avoir. Moi, j'habite sur une fermette depuis 23 ans. J'ai mes petits animaux. J'ai un mode de vie assez serein. Puis je pense que ça prenait ça aussi probablement pour avoir le type d'emploi que j'avais avant aussi, être capable de se ressourcer. Mais il y a clairement un avantage à travailler, pas nécessairement à Montréal, non le trafic. La pandémie aussi nous a permis de réfléchir sur nos conditions de travail, la flexibilité, le télétravail. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération. Et l'autre chose que j'ai pas dit, j'avais envie d'être dans un environnement créatif ou de divertissement, moins corporatif. Fait que pour ça, l'événement l'International de Montgolfière m'a vraiment interpellé. Bon, ça fait pas longtemps que vous êtes en poste. Hein? Là, vous avez commencé il y a combien de jours? Là? Jour numéro 6, là? Oui, jour numéro 6. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur le boulot, sur le festival, et qu'est-ce que vous découvrez rendu à aujourd'hui? On était très transparents. Fait que j'ai pas eu de... Je pense que j'ai une très bonne idée du portrait de la situation de l'International de Montgolfière. Sans vouloir flagorner, j'ai été impressionné du niveau de l'équipe. Vraiment impressionné. Là. On sent que c'est du niveau senior. Fait que ça, pour moi, ça a été une belle découverte. Je pense aussi que les gens à l'extérieur de Saint-Jean, mes amis, mon réseau, voient vraiment l'importance du festival. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs, plein de gens qui m'ont contacté. Fait que les gens voient vraiment l'International des Montgolfières comme un événement important au Québec. Il y a vraiment un beau capital de sympathie par rapport à cet événement-là. Donc ça m'a étonné de voir que vraiment les gens
Oui, allez-y. Comment voyez-vous ce défi-là? Parce qu'il est à multiples volets. Oui. C'est un événement qui dure 9-10 jours dans l'année, quoique là, on l'a un peu réduit à 7 jours, mais bon, ça reste que je résume, là. Mais bref, ça dure quelques jours dans l'année. On peut faire d'autres affaires avant, puis après, là, on comprend ça, mais on travaille beaucoup. Là, on travaille pendant 11 mois et demi pour une affaire qui ne dure même pas 2 semaines. Exact. C'est quelque chose, là. Tout à fait. C'est la réalité Puis de là, on dépend de la l'événementiel. météo, on dépend des commandites, on dépend du public, on dépend d'un paquet d'affaires qu'on ne contrôle pas. Oui. Ça vous fait pas peur de dire, tu sais, quand on contrôle quelque chose, on dit, regarde, c'est moi qui le contrôle. Mais quand il y a des affaires qu'on ne contrôle pas, est-ce que vous vivez bien avec ça? Oui. Ouais. Oui. Je pense que dans n'importe quelle industrie, moi, j'ai travaillé longtemps dans les télécommunications, puis on contrôle un peu ce qu'on fait, évidemment. Mais la compétition est là, les modèles d'affaires changent vite, la compétition est féroce, il y a beaucoup d'intangibles. Tu sais, on a juste à regarder, moi, quand j'étais chez Vidéotron, on parlait il y a une couple d'années de tout ce qui était cord cutting, tu sais, les gens qui allaient se désabonner de la câblo-distribution, c'est arrivé 10 fois plus vite que ce qu'on pensait. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'industries comme ça où tu as beau avoir le meilleur plan d'affaires, avoir une saine gestion financière, évidemment, c'est sûr qu'il y a de l'imprévu. L'événementiel, c'est le plus du plus, là. On s'entend, on ne contrôle pas la météo, mais je pense que tout le monde fait face à ces mêmes difficultés-là, là. Qu'est-ce que vous savez de l'événementiel? Est-ce que c'était une industrie que vous connaissiez un peu ou si vous la découvrez ces jours-ci? Qu'est-ce que vous connaissez de l'événementiel? Bien, moi, j'étais de l'autre côté. Parce que quand j'étais chez Vidéotron, c'était moi qui négociais les commandites. Donc, Juste pour rire, C2 Montréal, Jackalope, différents événements. Donc, moi, les gens venaient me voir pour demander est-ce que Vidéotron peut nous commanditer. Et moi, j'étais responsable de l'activation de la marque Vidéotron. Puis dans les dernières années, l'objectif a été vraiment, quand j'étais chez Vidéotron, de faire un virage vers l'innovation et la technologie. Donc, s'éloigner de la commandite statique pour faire plus de l'événementiel, du marketing, amener des gens en point de vente, produire des contenus qu'on pouvait réutiliser sur les différentes plateformes. Donc, moi, ça, je l'ai fait du côté client. Là, dans le fond, je viens le faire du côté de l'international. Où c'est pas si différent que ça, parce qu'on va avoir des recommandations à faire aux différents commanditaires, développer des alliances stratégiques. Fait que c'est quand même un milieu que je connais bien, puis j'ai un bon réseau aussi à ce niveau-là. On voit en même temps comment ça bouge et comment ça évolue. Moi, je regarde, évidemment, sur une trentaine d'années, je me rappelle le début 90, avec l'effervescence, les subventions gouvernementales rentraient facilement. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Les commandites, il y avait des contrats de 3, 4, 5 ans, l'Auto-Québec et compagnie. Là, aujourd'hui, le président lui-même nous disait on est passé d'1,2 million à 600 000 de commandites. Il y a une limite à vouloir augmenter le prix des billets, parce qu'à un moment donné, le monde ne viendront plus. Donc, visiblement, on le sent. Et on voit que le CA, avant même votre arrivée, a décidé de réduire de 9 à 7 jours, de l'étaler en 2 week-ends. Donc, on voit que le modèle d'affaires, il est très, très, très évolutif parce que les paramètres qu'on avait dans le passé n'existent plus ou ont changé. Donc, vous-même, là, vous arrivez comme à quelques mois de l'événement, mais vous allez devoir aussi vous-même vous re-questionner avec le CA sur le modèle d'affaires à venir de l'événement. Tout à fait. Bien, premièrement, je pense que il y a la réalité économique et le contre-coup de la pandémie. Même si on est tanné d'en entendre parler, c'est clair que ça a fait mal à l'industrie du divertissement, du spectacle. Effectivement, les modèles de subvention vont changer. Je pense que les marques vont toujours avoir besoin d'avoir des véhicules pour se positionner puis continuer de faire la promotion de leurs produits et services. Donc, pour moi, ça devrait éventuellement se rééquilibrer. Fait qu'on est dans une drôle de conjoncture en ce moment, c'est clair. Au niveau des subventions, c'est la même chose. Par contre, si on est un peu... si on regarde les opportunités qu'on a devant nous, par exemple, on peut moins investir dans du média traditionnel, aller plus vers du numérique pour aller chercher une clientèle peut-être qu'on avait moins avant. Donc, il y a des choses qu'on peut aussi produire à moindre coût. Fait que je pense que c'est d'avoir une saine gestion, être agile, puis vraiment être capable d'optimiser chaque dollar qu'on investit. Se faire connaître, continuer d'avoir une belle notoriété, des bons artistes, mais tout est dans l'équilibre. Bon, ce festival-là, il y a toujours eu, évidemment, 2 volets qui ont cohabité ensemble. Il y a le volet des Montgolfières. C'est un festival de Montgolfières, donc ça prend des ballons, ça prend des pilotes. Et toute cette organisation-là aussi qui est liée à Transport Canada. Et il y a le volet divertissement.
qui est l'autre volet, puis un ne va pas sans l'autre, malheureusement. Le modèle d'affaires, il est fait comme ça. Est-ce que vous connaissez un peu le monde de la montgolfière? Avez-vous déjà fait de la montgolfière? Non, j'ai jamais fait de montgolfière, mais j'allais dire, vous avez dit malheureusement, mais on pourrait aussi dire heureusement. Aussi, oui. Parce que moi, je pense que l'International des montgolfières, l'élément différenciateur, c'est la montgolfière. Évidemment. Sinon, tu deviens un festival de musique, et puis là, tu vas aller te battre, ou en tout cas cannibaliser les différents festivals autour de toi pour essayer de t'approprier ton propre style musical. Fait que, moi, je trouve que la montgolfière est super importante. Donc, j'ai vu des montgolfières. J'attends qu'on m'invite. C'est clair que je vais aller faire un tour de montgolfière. Mais moi, je pense que la montgolfière, tout l'émerveillement que ça peut amener. Je suis allée d'ailleurs au symposium des montgolfières. Je n'avais pas commencé encore. C'est à peu près les premières personnes que j'ai rencontrées. Donc, j'ai parlé avec les ballon masters, les officiels, les équipes de poursuite, les pilotes. C'est des passionnés, c'est des artistes. Donc, moi, je crois beaucoup en la montgolfière, puis je pense qu'il faut continuer de miser là-dessus. Puis oui, avec un volet divertissement puis un volet famille, aussi pour les plus jeunes, exactement. OK. Là, bon, évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing dans la vie. Bon, certains diront, ouais, ça aurait été mieux que ce changement-là se fasse quelque part au mois de septembre-octobre, mais la vie n'est pas faite de même. Là, vous arrivez comme fin mars, début avril. Les affaires sont pas mal enclenchées. Le festival est dans pas trop long. Comment vous voyez ça? Là? Vous, dans le fond, vous atterrissez au moment où tout est en train de bouger. Là, on va annoncer les artistes, etc. Bref, parlez-nous un peu justement de ce fameux timing dans lequel vous arrivez en ce moment. Comment vous le percevez? Là? Bien, il y a deux choses. Premièrement, je suis contente d'être là, d'arriver à ce moment-là, parce que je pense que j'arrive en support à l'équipe. Donc, je vais les aider du mieux que je peux. On sait que plus le festival approche, bien, plus, oui, il y a des décisions qui ont été prises. Je vous dirais, il y a des décisions plus névralgiques aussi qui vont devoir être prises dans les prochaines semaines. Fait que je pense que ça fait du bien d'avoir un leader qui va être capable de les accompagner dans ces décisions-là qu'on va devoir prendre. Parce qu'on le sait aussi, l'événementiel, c'est souvent vers la fin où là, on a besoin d'employés supplémentaires, de plus de temps, des coûts de production qu'on peut perdre de contrôle des fois. Fait que c'est quand même névralgique le moment où j'arrive. Fait que je pense que je vais être quand même capable de bien contribuer. Je pense que l'année prochaine va être encore plus intéressante parce que je vais être plus impliquée au niveau stratégique, pouvoir réfléchir justement au modèle d'affaires du festival, la tarification, la marque, où est-ce qu'on veut aller. Mais je pense que c'est bien quand même que je sois arrivée. Puis moi, honnêtement, ça me permet aussi d'un peu me faire les dents, là, de voir la dynamique puis comment ça fonctionne. Oui, parce que là, ça va aller vite. On va annoncer les artistes. Il y a tout le volet de la billetterie puis les passeports. Puis après ça, les quelques jours où dure le festival avec la météo, malheureusement, qu'on ne contrôle pas toujours. Exact. Mais puis là, évidemment, bien, je le dis aussi d'entrée de jeu, c'est un événement qui est public, avec un conseil d'administration, avec un président qui est un élu. Ça relève du conseil de ville, la mairesse, les députés. Bon, est-ce que c'est un volet que vous connaissiez un peu, ça, le volet où là, on est sur le terrain public, politique, etc.? Bien, je le connais un petit peu par la bande. Moi, mon conjoint est maire de Saint-Marc-sur-Richelieu. Donc, puis j'ai des amis conseillers. Je suis assez impliquée dans ma communauté aussi. Fait que oui, je savais un peu c'est quoi, là? Je sais un peu comment fonctionne. Le monde municipal ne vous effraie pas? Non, pas du tout. Bon, mais c'est très bien, ça. Non, pas du tout. Ça ne m'effraie pas. Puis, moi, je dirais même au contraire. Là, il y a beaucoup de villes qui aimeraient avoir un international des montgolfières. Je trouve que c'est vraiment une belle propriété pour la ville de Saint-Jean. En terminant, quel est le message que vous lancez justement à tous ces partenaires du milieu? Ils sont très larges, partenaires économiques, sociaux, communautaires, politiques, là, qui nous regardent. Ils découvrent en même temps que moi la nouvelle DG du Festival de Montgolfière. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis qu'on va avoir un très beau 40e, même si je n'ai pas le droit de rien dévoiler, parce que mon équipe me l'a dit avant de partir. Moi, je pense que ça va être un beau 40e. Tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant est très prometteur. J'ose espérer qu'on va avoir une belle météo. Et je dirais, bien, faire confiance à l'équipe en place, puis continuer d'aider, de supporter et d'en parler le plus possible. Julie Brault, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On parle d'arts martiaux mix avec notre combattant préféré, Michael Dufort, qui est avec nous. Et à côté de son nom, il y a le mot résilience dans le dictionnaire. Vraiment. Manquez pas ça. Parlons des travaux à la piscine du complexe sportif Claude Raymond et des impacts également de cette fermeture momentanée. On a parlé de cet enjeu-là dans les dernières semaines parce que, bon, politiquement, c'est un enjeu. Il y a eu un vote au Conseil. Bref, on en a parlé, mais ultimement, la majorité l'a emporté et donc le Conseil a décidé d'aller de l'avant pour les travaux. Et moi, dans le fond, j'avais un peu deux questions par rapport à ça. C'est quoi ces travaux-là? Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Et évidemment, c'est quoi les impacts sur la population? Deux invités. D'abord, Marie-Josée Morin, qui est la directrice du service des travaux publics à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Accompagnée de Caroline Roy, qui est la directrice adjointe au service Loisirs, Culture, Développement, avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, évidemment, moi, j'ai vu atterrir ce sujet-là au Conseil de ville quand il y a eu le vote. Et là, je me suis dit, bien, je ne savais pas que la piscine Claude Raymond avait besoin d'autant de réparations. Cette piscine-là, quoi, une trentaine d'années probablement. C'est quoi l'état des lieux en date d'aujourd'hui? Donc, cette piscine-là, dans le fond, c'est quoi son état actuel? Ça a été construit en 89, donc 34 ans, la piscine. Et présentement, en fait, les travaux là, qui sont à faire, le bâtiment est dégradé. Donc, la toiture, il y a présentement de l'eau qui coule. On voit des chaudières qui sont accrochées un peu partout pour récupérer l'eau. Quand il pleut sur les baigneurs aussi. Donc, ça devenait urgent de faire les travaux. Donc, on parle des travaux de toiture, de fenêtres, la verrière. On a aussi des fissures dans le béton. Dans le bassin? Pas dans le bassin, dans le bâtiment. Les travaux ne sont pas sur le bassin, ils sont vraiment sur l'enveloppe du bâtiment. Oui, vraiment. L'enveloppe, on parle de la mécanique, la ventilation, tout ce qui est le système de déshumidification aussi. Donc, on retrouve des éléments qui ont de la corrosion importante, de la plomberie à remplacer. Donc, c'est vraiment la mécanique du bâtiment et l'enveloppe du bâtiment là, qui sont à réparer pour ce qui est des travaux de l'état du bâtiment. Et on fait aussi, en même temps, des travaux d'amélioration locative qui sont la réfection des vestiaires. Donc, c'est actuellement, là, dans le fond, c'est vraiment parce que l'eau rentre. On doit intervenir. Bon, ça fait toujours un peu bizarre de dire ça, que l'eau rentre dans la piscine, oui. Mais bon, on comprend le principe que ça doit faire un peu bizarre quand on est dans la piscine s'il y a de l'eau qui nous tombe sur la tête, là. Surtout s'il n'y a personne qui plonge à côté. Mais en même temps, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à moins de me tromper, c'est la seule et unique piscine intérieure qu'on a, Caroline Roy? À la ville, oui. Oui, à la ville. Oui, tout à fait. Bon, il y a des partenaires, évidemment. Il y a la base, le cégep également, là, qui ont des piscines intérieures ou la commission scolaire avec Marie Rivier. Mais la ville de Saint-Jean n'a qu'une seule piscine intérieure, et c'est celle-là. C'est la seule piscine intérieure qui est utilisée à son plein potentiel. Bon, ça, c'est l'autre aspect aussi. La mairesse l'a bien expliqué en entrevue que, bon, c'est une piscine qui est utilisée de 6 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir, ou presque, là. Donc, grandement occupée. Puis j'imagine que les partenaires aussi, leurs piscines doivent être un peu occupées dans tout ça. Les travaux durent combien de temps? En fait, on va avoir une fermeture dès le 1er mai, puis on va avoir la réouverture le premier trimestre de l'année 2024. Donc, on parle d'une fermeture d'au moins plusieurs mois, exactement. 9 mois probablement. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de piscine pendant 8-9 mois? On tente de minimiser les impacts. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le moins d'impact possible sur les utilisateurs. Donc, nos 3 partenaires ont été mobilisés. La piscine Marie-Rivier avec la commission scolaire, le cégep et la corporation vont ouvrir leur bassin à l'ensemble de la population pour tenter d'offrir une offre qui ne s'équivaudra pas, parce qu'on n'y arrivera pas, là, mais une offre réaliste là, avec ce qu'on aura comme... Mais donc, ce qu'on va compenser avec les partenaires n'arrive pas à compenser pour la totalité de l'utilisation de la piscine? Non, pas du tout. C'est quoi, on réussit à maintenir 50 Qu'est-ce qu'on est capable de répartir au juste? Je vous dirais là, qu'il va peut-être avoir un 30-35 de l'offre qui ne pourra pas être relocalisée. Okay. Quand on parle de bain libre, ça sera relocalisé chez nos 3 partenaires, l'Aquaforme, au cégep et à Marie-Rivier. Quand on parle de cours de natation, cégep, corporation, je ne suis pas sûre de tous les détails exactement au niveau de la relocalisation de l'ensemble des activités, mais on a vraiment travaillé pour que la session de printemps et d'été soit le moins touchée possible.
La session d'automne, on va la programmer au cours de l'été là, pour tenter de trouver d'autres solutions là, pour nous permettre de nous rendre au trimestre de 2024. Là. OK. Je reviens aux travaux. Travaux là, qui vont commencer incessamment. Là, avez-vous des phases préparatoires? Il y a différentes phases, je présume, là-dedans? Bien, en fait, la réunion de démarrage, on a octroyé le contrat, donc la première réunion de démarrage a déjà eu lieu. Les commandes sont passées, puis ça débute. Donc, la fermeture du 1er mai, c'est parce que c'est un départ imminent là, pour le début des travaux. Puis ça va se poursuivre, en fait, là, comme je vous dis, jusqu'au premier trimestre. Donc, oui, en phase, mais il va toujours avoir des travaux. Donc, c'est continuel jusqu'à la réouverture. Vous avez dit tantôt que les travaux portaient principalement sur l'enveloppe du bâtiment. Oui. Le bassin, lui, le bassin de la piscine est relativement correct? Oui, le bassin, on n'a pas de travaux là-dedans. Le bassin est en bonne santé. On a un actif, en fait. Le bâtiment vaut encore 17 millions. Donc, c'est pour ça aussi que ça valait la peine d'intervenir pour maintenir cet actif-là. Donc, c'est pas le bassin qui nécessite des interventions, mais vraiment tout ce qui est l'enveloppe, la coquille, c'est des travaux, un usure, en fait, normal, comme vous, votre maison, les fenêtres, le toit est à changer, il y a une certaine durée de vie. Donc, on arrivait même au-delà de la durée de vie utile normale là, du bâtiment pour certains éléments. Donc, c'était, disons, bien, je ne dis pas urgent, mais en tout cas, c'était un peu pressant de faire des travaux là. C'est-à-dire qu'avec l'état des lieux, il fallait faire quelque chose. Là. Oui, parce qu'en fait, c'est des travaux que depuis, en fait, 2012, qu'on a commencé à réfléchir à ces travaux. Ça a été réparti dans le temps. On a mis des mesures qui étaient temporaires. Je vous ai dit, on a mis des chaudières, on a mis des polythènes et tout ça. Donc, on a étiré sa durée de vie parce qu'il y a aussi des choix, des investissements à faire. Donc, dans le temps, on a décidé de repousser en mettant des mesures qui étaient temporaires, mais là, on arrive vraiment à la fin de vie même des mesures qui étaient temporaires, donc l'urgence d'agir. Qu'est-ce qui fait que la piscine est autant occupée? Parce que moi, évidemment, mes enfants ne sont plus dans ces âges-là, donc malheureusement, je ne fréquente plus cette piscine-là, ce que j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune avec mes enfants. Mais qui utilise cette piscine-là de 6 h le matin à 11 h le soir? On aime dire 0,99 ans, là, mais pour une piscine, c'est vraiment le cas. On a vraiment les bambins, les tout-petits qui prennent des cours de natation avec leurs parents. On a des familles qui viennent faire des bains libres. On a des cours de natation. On a des cours d'aquaforme. On a le CNHR, le club de natation, qui utilise la piscine. On a des gens qui font des longueurs. On a des aînés qui utilisent les plateaux juste pour eux. Là. Il y a des plages réservées pour les aînés. Donc, c'est vraiment une programmation extrêmement variée qui est là 7 jours sur 7 là, tout le long de la journée. Là. Et là, de quelle façon avez-vous établi, disons, la priorisation de ceux qui... là, ça, c'est un choix déchirant, j'imagine, mais bon... À un moment donné, s'il y a juste tant d'heures, puis vous dites qu'il y a 30-35 qui, malheureusement, l'offre ne sera pas là, comment avez-vous établi votre canevas décisionnel pour prioriser ce qui était prioritaire, si on veut? Je vous dirais, les cours de natation pour les enfants, c'était une de nos priorités parce qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont des piscines, donc c'était une de nos priorités. Le CNHR, qui est un de nos organismes qui utilise la piscine de jour, était une autre de nos priorités. Avec ça, là, on a tenté de regarder ce qu'on était en mesure de faire. Puis ensuite de ça, au niveau des bains libres, au niveau des cours d'aquaforme, c'est un peu comme ça qu'on a fait le casse-tête. Là. Mais je vous dirais, c'est vraiment un casse-tête de session en session. Là. Quand on va arriver à la session d'automne, on va refaire un casse-tête pour tenter d'en donner le plus possible de façon équitable avec des clientèles prioritaires. Là. Bon, et dans le fond, qui ne pourra pas avoir accès à la piscine dans les prochains 6-8 mois? Il n'y a personne qui ne pourra plus avoir accès. Au niveau des cours de natation, l'offre va être réduite. C'est l'offre, OK, je comprends. C'est fait, dans le sens qu'au niveau des bains libres, l'offre va être réduite. Au niveau des longueurs... On va en avoir pareil, mais on va en avoir moins. Exactement. Donc, au niveau des cours de natation, c'est sûr que les gens vont devoir rapidement s'inscrire. D'ailleurs, les gens, comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent réserver? Y a-t-il un système? Comment on fait quand on dit, un bain libre, c'est un bain libre, ça va, mais est-ce qu'il faut réserver d'avance ou... Pour les longueurs et les bains libres, depuis la COVID, on avait instauré la plateforme Flip. Les gens doivent s'inscrire. C'est très facile, là. On crée un compte puis on peut s'inscrire par la suite, mais les gens doivent encore s'inscrire et la plateforme va se maintenir là, pendant le temps de la fermeture. Là. Je comprends. Bon, il y a un nouveau mot que j'ai entendu là, durant le débat politique entourant la piscine, c'est le taux de vétusté. Petite parenthèse, parce que beaucoup d'élus ont eu de la misère à le prononcer. On va l'appeler vétusté, voilà.
Je ne savais même pas qu'on avait ça à Saint-Jean. Bon, vous êtes aux travaux publics, puis c'est un peu normal aussi qu'on ait une idée là, du vieillissement de nos bâtiments. Dans le fond, ce que je comprenais, c'est que Piscine Claude Raymond, un élu, parlait d'un taux de vétusté d'environ 19 %, mais un taux d'occupation de 110 %. C'est pas toujours simple, dans le fond, de faire la démonstration de ça, je présume, là, dans votre service, de dire, bien, voici, ça, c'est urgent, ça, c'est moins urgent, ça peut attendre, puis ça peut pas attendre. C'est un peu ce que je comprends de cette démonstration-là que vous devez faire pour exprimer le degré d'urgence des travaux dans nos actifs qu'on a de plus en plus à Saint-Jean, je présume. Ce taux-là aussi, c'est que c'est pas le seul critère qu'on prend en considération. Si on a un bâtiment qui a un pourcentage très élevé, mais qui n'est pas bien utilisé, on peut regarder peut-être même pour s'en départir, voir si ça répond à quel besoin. Donc, la piscine Claude Raymond, même si le taux, parce que 19 % c'est quand même classé, parce qu'il y a différents pourcentages dans la catégorie préoccupant. Donc, pas la catégorie critique, mais préoccupant. Sauf que si on ne veut pas que ça se rende à un niveau critique, il faut intervenir maintenant. Parce que si on le laisse aller, il va se dégrader encore plus et ensuite, il va basculer dans la catégorie qui est préoccupante. Donc, ça fait partie d'un des critères sur lesquels on se base pour être capable de dire est-ce qu'on doit intervenir, puis pourquoi on prioriserait ce projet-là plutôt qu'un autre. Donc, c'est vraiment un actif qui est hyper utilisé, qui répond à un grand besoin aussi de la population. Puis surtout, on disait la clientèle de 0 à 99 ans. Donc, ça fait partie d'un paquet de critères pour être capable de suggérer, de proposer certaines interventions plutôt que d'autres. Donc, les activités aquatiques à Saint-Jean-sur-Richelieu relocalisées du 1er mai jusqu'au plus tard le 31 mars 2024. Premier trimestre, c'est bien ça. Répartis Cégep Saint-Jean, Marie-Rivier, centre de service scolaire, et la piscine de la Corpo, donc du collège militaire, et non pas celle de la base. C'est bien ça? Non, exactement. Donc, celle du collège militaire. Un gros merci à vous deux. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Dès le 30 avril, nouvelle exposition au Domaine Trinity à Iberville. Il y aura l'artiste peintre Stéphanie Fiola, mais aussi les membres du club d'ornithologie du Haut-Richelieu, qui sont évidemment de grands photographes de la nature. Donc, une belle exposition à venir du côté du Domaine Trinity. C'est un endroit à visiter 12 mois par année. Il y a souvent de nouvelles expositions en renouvellement de ce côté-là. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.